Bonjour et bienvenue à cette troisième chronique de l'association du paiement 45 minutes chrono. Je suis Sophia Briouel et aujourd'hui, on va parler de plan de continuité d'activité et de sécurité. En effet, la digitalisation forcée suite à la crise sanitaire que nous avons vécue a mis en exergue des failles sécuritaires. Quoi de mieux pour parler de ce sujet que des experts? Nous recevons donc aujourd'hui deux experts de la société CNPP, Romain Rousseau, qui est directeur du pôle gouvernance, risque et conformité pour CNPP Cybersecurity, et Jean-François Iparaguirre, chef du service audit et conseil de Toulouse pour CNPP. Alors, je vais démarrer cette chronique avec la première question rituelle. Comment allez-vous? Comment vont vos équipes et comment vont vos proches? Donc, ça a été l'occasion d'avoir des heureux événements malgré la situation actuelle. Donc, rien à dire de mon côté. Toutes mes félicitations. Et vous, François, comment allez-vous? Comment vont vos proches et comment va votre équipe? Bonjour Sophia, oui. Tout va bien pour moi également, ainsi que pour mes proches. Cette période s'est finalement plutôt bien déroulée pour nous et avec mes collègues et collaborateurs également, ça s'est déroulé je dirais, sans rupture d'activité finalement. On a pu enchaîner et être présent auprès de nos clients sur toute cette période. Tant mieux, j'en suis ravie. Alors, si on rentre un peu dans le vif du sujet, comment vous, au sein de vos organisations, avez-vous géré votre plan de continuité d'activité durant le confinement? Alors, en tant qu'acteur, en plus de la sécurité, pour Cybersecurity, CNPP Cybersecurity, étiez-vous prêt à organiser le télétravail dans vos organisations respectives en moins de 2 jours d'ailleurs, parce qu'il a fallu s'organiser très vite? Pour le coup, oui, on a la chance, j'ai envie de dire, de travailler régulièrement chez nos clients. Donc, on est habitué à cette situation de travail en mobilité. Donc, pour le coup, ça ne nous a pas impacté en quoi que ce soit. En plus, la particularité, c'est que c'était plutôt sur l'activité formation, où on a l'habitude de faire des formations en présentiel et on a su rebondir en mettant en place des formations à distance, avec une certaine expérience dans l'e-learning et une réactivité de nos partenaires qui ont fait qu'on a pu donc réaliser des formations certifiantes à distance malgré le confinement. Donc pour le coup, on a su rebondir assez rapidement malgré la distance. Et vous, Jean-François? Oui, alors nous également, c'est dans le même ordre d'idée que Romain, c'est-à-dire que sur la partie conseil, on est déjà habitué hein, à travailler à distance et avec nos différents interlocuteurs. Donc, ça s'est fait de façon très, très souple et facile. Après, des métiers SNPP ont dû, je dirais, s'adapter. Notamment, on a des parties laboratoires SNPP où on fait des essais de certification de matériel. Donc là, il a fallu la mise en place en fait hein, de nouvelles procédures, de nouvelles organisations pour pouvoir reprendre le travail et certains essais. Donc ça a demandé, je dirais, 15 jours, 3 semaines avant de pouvoir reprendre un fil à peu près normal de nos activités. Mais je dirais que le lien globalement n'a jamais été rompu dans nos activités. On a pu assurer quand même toujours une certaine continuité. Très bien, merci Romain et Jean-François. Alors, comment avez-vous accompagné vos clients durant cette crise sanitaire sans pouvoir vous déplacer physiquement? Parce que je suppose que vous avez quand même l'habitude de vous déplacer chez vos clients pour vos audits. Et quel dispositif avez-vous mis en place là pendant cette période de crise sanitaire? Oui, alors effectivement, ça a été le grand avènement donc des outils de visioconférence, hein, qui étaient déjà présents dans nos activités, mais qui se sont grandement démocratisés heu, au vu de la situation, avec les différents débats qu'il y a pu avoir sur certains outils comme Zoom, et Teams. Mais au final, donc voilà, nous personnellement, on utilise Teams, ça fonctionne très bien. On a l'occasion de pouvoir donc quand même garder du contact avec nos clients via la visioconférence, hein. Ça permet quand même d'avoir un certain lien social qui n'est pas négligeable. Et l'utilisation d'outils de partage de documents sécurisés qui nous permettent de pouvoir voilà, garder ce niveau de sécurisation dans nos échanges avec nos clients. Quelles sont les solutions que vous avez d'ailleurs constatées comme étant mises en œuvre pour répondre justement à ce confinement que l'on a vécu? Alors, il y a les sociétés qui avaient donc prévu leur PCA et pour lesquelles donc ça s'est plutôt bien passé, hein,
avec l'activation de la cellule de crise, avec la mise en œuvre du plan de continuité conformément aux procédures et aux mesures qui avaient été identifiées, avec du coup du travail à distance quand c'est possible, avec la mise en place de distanciation sociale quand c'était possible également. On peut citer par exemple un membre de l'association du paiement qu'on a accompagné dans la mise en œuvre de son PCA juste avant le confinement. C'était un peu le timing était parfait, si je puis dire, qui est Sinalcom, où effectivement la présence sur 2 sites physiques a permis justement une distanciation des équipes pour pouvoir continuer à assurer donc les différentes activités qui leur sont propres relatives à la maintenance et à la préparation de terminaux de paiement, et du coup la gestion à distance des activités qui ne nécessitaient pas donc une présence sur site. Donc on a d'un côté ceux qui avaient planifié leur PCA et qui avaient ce scénario donc de crise nécessitant un travail à distance. On a de l'autre celles qui ont dû s'adapter sur le tas, avec du coup j'ai envie de dire une adaptation forcée, et du coup une mise en œuvre des mesures un peu plus lente, mais qui ont pu effectivement se faire par la force des choses. Je laisse Jean-François compléter sur cette partie-là. Oui, je vais compléter. Alors, de notre part, moi, j'ai eu l'expérience effectivement aussi de certaine agilité des entreprises qui avaient besoin aussi, pour certaines, de continuer à travailler sur des sites industriels qui ont pour fonctionner besoin de présence de personnel sur les sites. J'ai accompagné une entreprise qui traite de produits chimiques qui devait livrer aussi notamment les laboratoires, donc il fallait qu'ils assurent une présence sur leur site industriel. Donc là, forcément, les protocoles, sans attendre les protocoles du gouvernement, la distanciation sociale, l'utilisation de gel hydroalcoolique, enfin toute l'entreprise a été réactive pour mettre en place et définir les modes opératoires qui permettaient d'assurer la sécurité des salariés. Et puis, je dirais que les entreprises et nous-mêmes, on a dû faire aussi preuve un peu d'imagination et d'adaptation pour pouvoir continuer. Je prends l'exemple on accompagne les entreprises dans le secteur dermocosmétique, par exemple. Et ces sites-là ont souhaité, pour 2 d'entre eux en tout cas, mettre en place de nouvelles unités, lignes de fabrication de gel hydroalcoolique. Donc, comment accompagner ces entreprises à distance? On a travaillé sur des outils, tout simplement, des photos, des vidéos, entre guillemets, de la visite à distance, où c'est le client qui visite sa chaîne de production et qui filme les différents éléments qui nous étaient importants d'analyser pour donner des conseils en matière de sécurité dans cette adaptation sur un outil déjà existant. Mais voilà, ça fait partie, je dirais, en dehors des outils techniques de visio classiques, mais on a aussi dû utiliser mettre en pratique des nouvelles formules, je dirais, de relations clients pour être efficace et présent pendant cette période-là. Oui, donc si je comprends bien, quand quand les organisations étaient prêtes à accueillir ce type de cellule de crise et qu'elles avaient mis en place la PCA, quelque part, elles avaient une longueur d'avance et elles ont pu peut-être réadapter aussi un peu leurs organisations. En revanche, pour les entreprises qui, elles, n'ont pas planifié leur plan de continuité d'activité, là, il a fallu donc faire preuve d'agilité. Et vous, en tant qu'acteurs qui les ont accompagnés, c'est pareil, vous avez dû peut-être organiser les choses différemment parce qu'on ne peut plus se déplacer et donc avoir une vraie alliance, une vraie communication avec vos clients pour permettre justement de faire ce que vous faites habituellement de manière un peu automatique et qu'eux n'ont pas l'habitude de faire. Donc, il a fallu les guider pour que vous puissiez avoir toutes les informations requises en vue de les accompagner. C'est bien ça. Ouais, puis c'est au final le cœur de notre activité, hein, le conseil et le pragmatisme. Donc, on se doit effectivement de s'adapter à la situation et à nos clients. Et c'est au final ce qui aussi renforce les liens avec ces derniers. Si on est en capacité de s'adapter à eux et à la situation, bon, voilà, c'est gagnant-gagnant. Merci pour ces précisions, Romain. Alors, on va parler d'un sujet donc, qui touche aussi au domaine bancaire et à la data surtout. Comment expliquez-vous la recrudescence des phishing et des fuites de données qu'il y a eu durant cette période-là? Vous allez peut-être nous parler de ce qui s'est passé avec EasyJet, mais j'aimerais comprendre.
Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà, c'est tout simplement la création de nouvelles opportunités, hein, pour les attaquants. On a vu, c'est dans cet événement une certaine désorganisation sur un certain nombre de sujets, sur de nouveaux sujets pour le coup, comme la fourniture de masques, la fourniture de gel hydroalcoolique, comme les notions de distanciation sociale, comme également les notions de retard de paiement, des échéances de paiement sur les prêts, etc. Donc, un certain nombre d'acteurs y ont vu une opportunité pour essayer justement de soutirer de l'argent, de soutirer de l'information au personnel. Donc, voilà, tous ces nouveaux usages, toute cette précipitation qu'il y a eu avec cette crise a fait que ça a créé des opportunités pour ces acteurs euh, de faire du phishing de masse, qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs, hein, puisqu'effectivement, on se retrouve avec des utilisateurs qui travaillent à distance, qui du coup n'ont plus la proximité du support informatique pour pouvoir demander conseil, malgré le fait que les équipes informatiques ont énormément communiqué durant cette crise pour justement organiser ce travail à distance. Voilà, on reste humain et effectivement, le matin, on se lève, on regarde ses liens et des fois, on voit des liens intéressants, on clique dessus et on se fait avoir. Sur le second point, sur la fuite de données, alors ça fait également penser au cas de figure du PCA qui n'est pas grandement planifié et à toutes ces mesures qui ont été mises en œuvre, comme notamment le chômage partiel, hein, qui fait que les équipes se sont vues réduire en termes de taille, et donc ça a pu avoir des conséquences sur la supervision des ressources, sur la vigilance apportée aux différents outils relatifs à la détection et à la gestion des incidents de sécurité, qui font qu'il y a peut-être eu un peu plus d'opportunités aussi pour attaquer des grands acteurs du marché comme EasyJet, hein, qui s'est vu subir une énorme fuite euh, de données de paiement et donc de données à caractère personnel. Et clairement, au vu de la situation, ils avaient déjà des grosses problématiques opérationnelles. Rajouter une problématique de fuite de données, c'est clairement pas le meilleur des moments pour ce type d'acteur-là. Donc on voit que cette période-là n'empêche pas donc les attaquants de se saisir d'opportunités. On peut également citer un autre cas de figure, hein, que sont les hôpitaux, un secteur d'activité particulièrement crucial au vu de cette période-là. On a quand même vu des hôpitaux se faire attaquer par des groupes de hackers qui ont du coup déployé ce qu'on appelle des ransomware, des cryptolockers, qui donc empêchaient l'usage de l'ensemble du parc informatique, et ce malgré la création, la formation d'une alliance entre différents groupes justement d'attaquants qui avaient déclaré ne pas vouloir attaquer le personnel hospitalier, le secteur de la santé durant cette crise-là. Voilà. On voit qu'effectivement, il y a une éthique qui a essayé de se créer et qui malheureusement n'est pas respectée par tous. Oui, donc si je comprends bien, ce que j'entends, c'est que voilà, c'est le fait aussi que les sociétés et les grandes organisations, et notamment EasyJet, soient contraints d'avoir des équipes en chômage partiel. Bah, du coup, la supervision qui est faite par l'humain, hein, il y a les outils, mais il y a aussi l'humain derrière qui analyse et monitore les données. Bah, ils étaient en nombre restreint et donc par conséquent, ça peut favoriser donc les attaques euh, et les fuites de données. Juste pour les participants qui nous rejoignent au fur et à mesure, il y a un Q&A que vous avez en bas de la barre. Je vous dédierai 15 minutes pour pouvoir poser vos questions à Jean-François et à Romain. Donc, je vous donnerai le go. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions. Je les lirai chacune d'entre elles et je les poserai à nos invités. Alors après, effectivement, cette partie de fuite de données et de phishing, pensez-vous que le retour au bureau et la reprise, qui s'organise progressivement, doit faire l'objet de vigilance quant à la sécurité du système d'information des entreprises, et à cause notamment du fait que les personnes qui étaient à domicile retournent dans leur bureau, et donc il y a voilà, des ordinateurs qui font des allers-retours entre le domicile et l'entreprise. Oui, tout à fait. Et c'est aussi du coup lié à pas forcément à ce manque de préparation, mais à cette situation d'envergure globale qui a fait que dans tous les cas, c'était quand même complexe de pouvoir planifier l'ensemble des variables. On a vu des sociétés du coup demander à leurs employés de partir avec leur ordinateur fixe du bureau pour les amener chez eux pour pouvoir s'installer en fait leur station de travail parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur portable. On a vu aussi des entreprises demander aux employés d'utiliser leurs ordinateurs personnels afin de pouvoir donc continuer l'activité.
ces usages-là qui sont dégradés impliquent effectivement nécessairement de nouveaux risques, hein, puisque on n'a pas le même contrôle sur ce matériel-là que le matériel d'entreprise. Et si ce matériel-là, qui est, soyons clairs, hein, même si du matériel professionnel est utilisé à domicile, on sait forcément qu'il y a des usages personnels qui sont faits sur du matériel professionnel de temps en temps, et qui du coup induisent de nouveaux risques, induisent l'utilisation de l'enregistrement et l'installation de logiciels qui peuvent être détournés. Et du coup, une fois qu'on revient au bureau, effectivement, on a un risque d'infection sur le réseau d'entreprise. Même si ça reste tout de même une situation assez inusuelle, dans le sens où un système d'information bien configuré induit des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de leur poste, induit des postes de travail qui sont mis à jour, et donc du coup, ce retour à la normale là est fait naturellement et sans grande problématique. Très bien, merci Romain. J'aimerais savoir et profiter de votre expertise et de votre présence pour savoir quels sont les retours d'expérience concernant la mise en œuvre de la sécurité des collaborateurs physiques et psychologiques. Comment vous vous êtes organisé? C'est peut-être une question pour Jean-François. Oui, ce sont des points effectivement importants. On a traité de la partie plutôt risque cyber, mais cette période-là entraîne aussi je dirais, beaucoup de recrudescence, hein, de risques plus classiques, sécurité des personnes, de deux ordres, je dirais. Il y a déjà dans la reprise d'activité au sein des différents sites, les réorganisations peut-être de travail, des modes opératoires qui changent du fait de distanciation sociale, des rotations d'équipes font que parfois les pratiques habituelles de travail changent. Donc les conditions de sécurité sont à adapter au-delà même des règles sanitaires. Je dirais les risques classiques lorsque l'on travaille sont à étudier, à réétudier. Donc je dirais que il ne faut pas oublier l'objectif aussi du chef d'entreprise, qui est d'assurer la santé physique et mentale des salariés. Donc, le volet physique, il va falloir effectivement ces modifications d'organisation, voir en quoi finalement ces modifications d'organisation pèsent potentiellement sur les risques classiques. À ne pas négliger aussi le volet des risques psychosociaux, hein. Le télétravail a plutôt été bien, en tout cas pour ceux qui l'ont réalisé, assumé, a plutôt globalement été plutôt bien perçu, mais il faut pas, c'est une notion plutôt générale. Après, sur des cas plus particuliers, il y a quand même des difficultés qui peuvent apparaître, qui sont apparues sur cette circonstance un peu exceptionnelle. Travailler à distance lorsqu'on a encore des enfants présents dans la famille, c'est difficile d'assurer son travail parfois lorsqu'on a aussi ces situations-là familiales. On n'est pas toujours dans les meilleures conditions pour assurer son travail. Et puis, je dirais que ce qui arrive maintenant, c'est plutôt cette deuxième vague, peut-être pas du virus, mais la crise économique et l'incertitude qui pèse aussi sur l'emploi, qui est une nouvelle, qui va faire émerger de nouveaux risques psychosociaux. Donc, les entreprises doivent être vigilantes sur ce volet-là. Et donc, je dirais que l'aspect managérial devait être important pendant cette phase de confinement, et il reste encore très important dans la phase de reprise. Être proche de ses équipes, se tenir, donner les objectifs aussi clairs, hein. Il y a une clarté qui doit être donnée dans les objectifs et le fonctionnement de l'entreprise. Et puis après, il peut y avoir des appuis aussi. Il ne faut pas hésiter, je dirais, à s'entourer d'experts qui peuvent être capables d'être à l'écoute des salariés qui ont des problèmes, qui rencontrent des difficultés d'ordre psychologique. Donc, il peut y avoir des systèmes d'assistance, de hotline téléphonique pour aider les salariés dans ces périodes quand même qui restent compliquées. Oui, tout à fait. Merci pour ce complément. Bon, les risques psychosociaux sont une réalité de l'après-crise sanitaire. Et comme vous l'avez dit, effectivement, je suppose que l'incertitude, l'inquiétude, la peur à la fois du virus, mais aussi de la crise économique qui peut faire perdre des emplois,
va mettre en difficulté, en tout cas d'un point de vue psychologique, les salariés. Et donc, il faut les accompagner au travers de hotlines, mais aussi peut-être de conseils, de coaching ou carrément de psychologie à proprement dit. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça, effectivement. Il faut ce retour à l'activité doit s'accompagner d'une vigilance, hein, en tout cas des équipes qui sont en charge de ces aspects-là, sécurité, santé au travail. Euh, et donc, le travail qu'on appelle classiquement de faire de l'analyse des risques que l'on complète dans le document unique d'évaluation de risques professionnels, c'est quelque chose qu'il faut maintenir à jour et être présent auprès des équipes. Donc, il y a une vraie démarche concertée, hein, de l'entreprise avec les ressources humaines, avec le comité social et économique, avec la direction, bien sûr, pour prendre en compte tous ces aspects-là, en fait. Il faut vraiment ne pas négliger ce volet-là dans cette reprise d'activité. Merci Jean-François. Finalement, la fameuse question, comment allier plan de continuité et sécurité quand on est une entreprise à taille humaine? Parce que je suppose que les grandes entreprises sont habituées au PCA, mais pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, quels sont les conseils d'ailleurs que vous pourriez partager avec nous? Alors, il faut toujours garder à l'esprit que cette situation dégradée n'implique pas de travailler en mode dégradé. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les règles qui s'appliquent en temps normal s'appliquent également quand on travaille à distance. Ça passe par utiliser les outils mis à disposition par la société. Ça passe par ne pas hésiter à consulter le service informatique dès qu'on a une pratique qui nous semble particulièrement inconnue ou suspecte. Ça va passer par rester vigilant dans les mails qu'on reçoit, dans les liens sur lesquels on va cliquer, sur les appels qu'on peut recevoir ici, puisque la fraude au président est une fraude qui a des dizaines et des dizaines d'années, mais qui reste toujours grandement présente dans les entreprises. Ça passe par continuer à faire les mises à jour de son poste de travail. Ça passe par effectivement, au final, continuer sur la même ligne directrice que lorsque nous sommes au bureau et ne pas hésiter surtout à consulter lorsqu'on a le moindre doute. Cette distance physique ne doit pas induire une distance sociale, effectivement, et de rester dans le doute et l'incertitude. Merci Jean-François. Moi, je dirais effectivement, pour toute entreprise, quelle que soit sa taille, doit profiter quand même de cette situation qui vient de se dérouler ou qui est encore en train de se dérouler pour quand même assez vite en faire un retour d'expérience. Et c'est ce retour d'expérience qui va pouvoir justement guider et donner finalement les premiers pas pour rebâtir un plan de continuité d'activité pour les entreprises qui n'en avaient pas du tout, qui ne s'étaient pas vraiment posé la question de cette notion-là. Je pense que là, tout le monde a pris conscience de l'importance finalement d'anticiper ce genre de situation. C'est déjà ça, c'est déjà une notion de culture d'entreprise qui est à mettre en place finalement. Et la situation actuelle fait que finalement, je dirais, tout le monde va prendre conscience de cela. Maintenant, c'est de capitaliser finalement sur ce que l'on a fait, hein, naturellement, je dirais, sans avoir de plan préétabli. On a quand même établi un certain nombre de procédures, peut-être dans l'urgence. Et justement, c'est ça, faut reprendre ça pour pouvoir mieux le formaliser, mieux l'étudier un peu plus à froid, pour pouvoir avoir les bases d'une situation, je dirais, d'un outil qui puisse nous servir, je dirais, à l'avenir, parce que les crises seront toujours possibles, elles seront peut-être d'une autre nature, mais l'impact sur une activité est toujours possible. Donc, il faut capitaliser, utiliser ce retour d'expérience. Je pense que c'est ça qui est important. Merci Jean-François. Alors si juste on fait un résumé sur cette notion de plan de continuité, de sécurité, vous nous avez donné pas mal de conseils, mais il y a donc effectivement la mise en place d'outils là pour ce caractère de distanciel. Il y a la sécurité par la data, les données, l'informatique. Il y a la sécurité physique et psychologique des salariés. Si on devait résumer en quelques mots justement cette notion de plan de continuité d'activité et de sécurité dans ce contexte, qu'est-ce que vous me diriez? Alors, je dirais qu'il faut, effectivement, là, ce qui ressort peut-être encore de cette situation, c'est qu'il ne faut pas dissocier, en tout cas, il faut accompagner le plan de continuité d'activité
d'une notion de plan de continuité de la sécurité. C'est-à-dire qu'on a réfléchi à nos activités essentielles, celles qu'il faut absolument maintenir, mais ces conditions de réalisation doivent s'accompagner du maintien d'éléments de sécurité. Il ne faut pas les oublier, que ce soit sur le domaine cyber, Romain pourra le repréciser, mais sur les aspects sécurité au travail. Et je dirais que dans le secteur industriel, les autorités aussi sont dans l'attente de cela. Les sites Céveso ont dû prouver dans la situation actuelle comment ils maintenaient en dehors de leurs activités tout leur système de sécurité. Donc, je dirais qu'il faut finalement aller de pair entre une notion de continuité d'activité et une notion de continuité de la sécurité. Il faut adapter nos éléments aux activités que l'on souhaite maintenir et faire perdurer. C'est très clair. Merci Jean-François pour cet éclairage. Alors pour terminer, en tout cas pour ma part, pensez-vous que la situation actuelle a permis de faire gagner quelques années en termes de digitalisation des entreprises? Alors effectivement, il y a eu une digitalisation forcée pour un certain nombre de structures qui ont dû se mettre à l'implémentation d'outils collaboratifs. On parlait tout à l'heure de Zoom, de Teams, qui ont permis justement de garder encore une fois ce lien social avec son personnel, mais également avec ses clients, avec ses fournisseurs. On a aussi du coup pu s'apercevoir de problèmes de taille d'infrastructure, puisque le fait qu'un grand nombre d'employés se connectent à distance, on s'est rendu compte que les VPN ne supportaient pas forcément la charge, que les outils applicatifs n'étaient pas forcément sizés pour cet usage-là. Donc, il y a eu une adaptation de ce modèle-là. Il y a eu aussi une prise de conscience sur le télétravail, tout simplement, puisque c'était une pratique qui était encore méconnue pour un grand nombre d'entreprises et qui, du coup, a permis de démocratiser, très, très clairement. Par contre, il y a encore des secteurs d'activité qui, eux, ont besoin de faire des efforts et qui s'en sont, j'imagine, rendus compte au vu de cette crise. Je pense notamment au secteur industriel où l'utilisation donc, de systèmes d'information legacy, fermés et propriétaires qui, du coup, sont très adaptés à leurs usages, mais n'ont que peu évolué avec le temps. Du coup, on se rend compte effectivement des limitations que ça peut avoir aujourd'hui. Et je pense que ça va aussi donner un nouvel élan pour démocratiser des solutions peut-être encore un peu jeunes sur le marché, mais qui vont, avec toute cette dimension connectée, vont pouvoir permettre justement de pouvoir piloter ce type de système d'information à distance, tout en restant évidemment le plus sécurisé possible. Jean-François? Oui, moi je dirais que les entreprises n'ont pas eu trop le choix, les employés non plus. Il a fallu un peu se jeter à l'eau. Donc, je dirais que par la force des choses, ça a amené, je pense, un changement peut-être de culture et surtout une acceptation maintenant des outils numériques, digitaux. Et ça s'est accompli dans un temps express. C'est quand même assez marquant, je trouve. Et je pense que la notion effectivement de collaboratif, de partage d'informations au travers de ces outils, c'est ce qui a, je pense, a été le plus marquant pour pas mal de personnes qui étaient plus habituées sur du travail classique en présentiel. Donc, je pense que les organisations ne vont pas retourner en arrière. Je pense que là, on a passé un cap et on va effectivement, le monde d'après, en tout cas, sur ce plan-là, il y a une évolution, je pense, dans les mentalités. Oui, alors tout à fait, il y a aussi cette mentalité qui va évoluer, qui a été forcée de se faire évoluer en tout cas. Et donc, les mentalités qui étaient peut-être en frein quant au changement de digitalisation, lié à la digitalisation, aujourd'hui acceptent un peu mieux la situation parce qu'il y a eu crise et parce que justement, c'est ce qui nous a permis de continuer nos activités. Et pas que les activités, puisque la scolarité des enfants a pu se faire aussi grâce à la mise en œuvre de ce type d'outils. Très bien. Écoutez, pour ma part, je vous remercie d'avoir répondu aux questions de l'association du paiement, donc de mes questions. On va poser la question à nos participants. Ils peuvent poser leurs questions via le Q&R qui est donc sous la barre à droite. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser à Romain et Jean-François.
Mais c'est que vous avez été tellement clair que nous n'avons pas de questions pour le moment. On va attendre quelques petites minutes ou deux. J'en profite, hein, du coup, je continue un peu sur ce sujet qui est passionnant et qui nécessiterait d'être évoqué pendant des heures. Mais effectivement, dans la création d'un plan de continuité d'activité, on définit un certain nombre de scénarios. Et du coup, notre objectif dans la mise en œuvre de ce plan de continuité d'activité, c'est de couvrir un maximum de scénarios. Euh, on s'est rendu compte que dans les plans de continuité d'activité entre guillemets classiques des entreprises, on couvrait des scénarios comme une forte chute de neige, comme une inondation, une crue de la Seine, comme effectivement des cas un peu moins probables, mais un incendie ou tout simplement une destruction d'un bâtiment. Ce type de scénario qui est la pandémie était couvert, mais c'est la première fois qu'on a réellement pu le tester, en tout cas avec les outils et les méthodes de travail modernes. Et c'est là où on se rend compte effectivement qu'on a beau prévoir un maximum, tant qu'on ne réalise pas donc d'exercice à taille réelle, c'est toujours complexe de se rendre réellement compte de l'ampleur que peut avoir ce type de dispositif. Merci Romain. Oui, Jean-François? Oui, j'allais compléter. Effectivement, on imagine, on essaie pour des activités importantes, hein, quand on veut maintenir, on essaie d'identifier les scénarios qui peuvent les impacter de façon importante et donc de remédier à ces situations, à ces scénarios. Mais les réalités n'est jamais, enfin, on ne va pas forcément toujours pile sur un des scénarios qu'on avait identifié. Mais par contre, l'entreprise qui a mis en place un PCA va être en capacité de rebondir, comme on l'a dit un peu au début de cette intervention, va être en capacité de plus rapidement trouver des solutions en s'appuyant sur ce qu'elle a déjà préparé et donc d'être plus efficace et plus rapidement en capacité de maintenir les activités qu'elle juge importantes, cruciales. Très bien. J'ai deux questions pour vous, Romain et Jean-François. La première, pourriez-vous préciser quelles sont les étapes de la mise en œuvre d'un PCA et par quoi faut-il commencer? Alors, je me permets, Jean-François. Vas-y. Première étape, c'est la phase plane du PDCA, si on veut reprendre une nomenclature sécurité. C'est-à-dire qu'on va définir quelles sont les activités qu'on va devoir couvrir et quels sont les scénarios qu'on va devoir couvrir. Ça passe par deux processus. Le premier, c'est l'analyse de risque, qui va nous permettre de pouvoir identifier l'ensemble des actifs de notre entreprise, les actifs qu'on souhaite couvrir, les activités qu'on souhaite couvrir et derrière les risques qu'on souhaite également couvrir. Les fameux scénarios dont je parlais tout à l'heure, la pandémie, la chute de neige. On va identifier les scénarios clés qu'on souhaite couvrir ou non d'ailleurs dans notre PCA. Le second processus, c'est le bilan d'analyse d'impact qui va nous permettre de pouvoir identifier les activités critiques de notre structure. Par exemple, les activités de production sont bien évidemment plus prioritaires que, par exemple, le support après-vente. Et donc, on va définir ce qu'on appelle des DIMA, des durées de reprise pour chacune de ces activités critiques. Par exemple, une activité de production on ne peut pas se permettre de l'arrêter plus d'une journée. Donc, derrière, quelles vont être les mesures qu'on va mettre en place pour pouvoir assurer cette remise en service de l'activité critique sous la durée qui a été définie. Donc, on a cette analyse de risque d'un côté, on a ce BIA, cette Business Impact Analysis de l'autre côté. Et on va passer ensuite à la construction du PCA et du PGC. Le PCA, c'est le côté un peu plus opérationnel avec la définition des mesures à mettre en œuvre pour assurer cette reprise d'activité. Et le PGC, c'est le plan de gestion de crise qui va permettre de pouvoir de s'organiser en général au niveau du management, au niveau de la direction, pour justement coordonner les différentes activités, s'assurer que les activités critiques ont bien repris, s'assurer que les collaborateurs ont bien repris le chemin de leur domicile si nécessaire, etc., etc. Se coordonner avec les autorités également s'il le faut. On est dans la phase dans la phase check. Derrière, c'est la réalisation de tests, d'exercices avec des scénarios différents qui vont nous permettre justement de pouvoir éprouver notre PCA. Scénario de la chute de neige avec la fermeture de la N118, inondation de la Seine, voilà, ce genre de scénarios qui vont faire qu'il va y avoir des impacts différents et qu'on va tester la réaction des différents services, des différentes personnes. Et enfin,
la mise à jour de son PCA pour prendre en compte les fameux retours d'expérience dont Jean-François parlait tout à l'heure et améliorer son PCA. Je te laisse la main, Jean-François, si tu veux ajouter quelque chose. Non, pour moi, c'était clair. Je suis tout à fait d'accord, effectivement, sur le déroulement et les objectifs. Effectivement, il faut bien aussi avoir conscience que dans un PCA, on ne couvre pas 100% des activités que l'on mène habituellement. Justement, l'important, c'est de quels sont les objectifs et qu'est-ce que l'on doit maintenir en activité, qu'est-ce qui est crucial pour l'entreprise. Et donc, on va identifier effectivement ces fameuses activités critiques qu'il nous faut maintenir et quels sont leurs délais d'interruption maximum. Et à partir de là, on bâtit effectivement tous les outils, la réponse pour pouvoir réagir dans les temps qu'on s'est donnés avec les moyens qui sont préétablis. En fait, c'est ça, c'est une réponse opérationnelle par rapport à une situation de défaillance et pour être dans des temps qu'on a définis le maximum pour retrouver le niveau d'activité qu'on a fixé en objectif aussi. Voilà, on ne peut pas revenir c'est très rare, on fixe rarement un objectif de 100% d'activité, mais on a identifié ce qui est vraiment critique et qu'on doit maintenir. Merci Romain et merci Jean-François pour ces compléments. Autre question. Qui devrait choisir les outils de home working utilisés sur le poste de travail? Par exemple, que pensez-vous de l'utilisation de la version individuelle de Zoom, très critiquée au début de la pandémie? Alors cet exemple très précis, ce n'est que le reflet au final, ou en tout cas une exacerbation de ce qui est fait en entreprise en temps normal. Par exemple, dans de grands nombres d'entreprises, certains employés utilisent Dropbox pour le partage de fichiers qui sont trop lourds, par exemple. Donc, contournent les usages définis par l'entreprise. Donc, pour moi, ça reste, le processus reste classique, c'est-à-dire j'ai un doute ou en tout cas j'ai un usage qui n'est pas couvert aujourd'hui par les outils qui sont proposés sur mon poste de travail. Je consulte ma DSI, je consulte mon service informatique pour avoir les règles d'entreprise tout simplement. Il se peut qu'elles ne soient pas adaptées, il se peut que mon client ou que mon partenaire me propose d'autres solutions, mais dans ces cas-là, effectivement, c'est un consensus qui est mené entre le partenaire et nous. En général, ce dont il faut se rappeler, c'est que quand c'est gratuit, c'est nous le client. C'est assez classique, mais ça reste vrai et c'est surtout vrai dans ce type d'usage. Après, pour relativiser, Zoom en usage individuel, ça reste utilisable si vous ne partagez pas de documents et si vous n'êtes pas dans une conversation ultra confidentielle. Voilà, effectivement, par exemple, là, nous, aujourd'hui, on est sur Zoom, on n'est pas en train de divulguer des secrets d'État ou on n'est pas en train de divulguer des secrets d'entreprise tout court. Donc, ça reste un usage cohérent et il faut toujours relativiser le risque. Donc, si je comprends bien, pour un usage commercial ou personnel, ça passe, mais dès qu'il y a partage d'informations secrets, défense ou confidentielles, à éviter et utiliser peut-être des outils plus sécurisés, si je peux dire ça. Moi, je dirais que, pour résumer, c'est toujours consulter sa DSI avant d'utiliser un outil qui n'est pas prévu à cet usage, prévu Très à cet effet. bien. Eh ben, merci. Parfait. Sinon, j'ai certaines DSI qui vont m'en vouloir si je Oui, ne oui, leur remets pas ce message. contactez vos DSI. Voilà, c'est fait. Une autre question pour terminer, puisque nous allons arriver en fin de nos 45 minutes chrono. Dans la plupart des PCA, la partie charge du réseau est parfois oubliée. La période que l'on vit teste en grandeur réelle ce sujet. Avez-vous une idée des surcoûts engendrés pour que les réseaux tiennent la charge? Moi, je dirais que plutôt que les sociétés, les vendeurs de matériel ou les vendeurs de solutions type Cisco ou autre, je pense qu'elles ne s'en sont pas si mal tirées que ça au vu de la situation, puisqu'effectivement, de grands nombres d'entreprises ont dû se scaler, s'adapter à l'usage et donc commander du nouveau matériel. Alors, ça passe même par tout ce qui va être matériel à destination des utilisateurs, comme les ordinateurs portables. Énormément et une vente record d'ordinateurs portables en moins de 2 semaines, puisque les gens ont dû s'adapter à la situation. Alors, le surcoût est un peu complexe clairement, je n'ai pas les chiffres, moi, aujourd'hui. Et j'ai envie de dire qu'il est aussi pondéré par le fait qu'à un moment donné, on se doit de maintenir l'activité. Et donc, du coup, la question, ce n'est pas tant quel est le surcoût qui a été engendré, mais plutôt qu'est-ce que ça nous a apporté et puis quel est le gain, effectivement, en production
que ça a pu nous permettre. Très clairement, en fait, énormément d'entreprises partaient du principe qu'on devait obligatoirement se connecter au réseau d'entreprise, même à distance, pour pouvoir travailler. Et dès le début du confinement, on a eu des messages complètement contraires qui demandaient aux employés de ne pas se connecter au VPN de l'entreprise quand ce n'était pas nécessaire. Et avec l'avènement d'outils type Office 365, avec la G Suite, l'utilité du VPN est de moins en moins vérifiée, puisqu'effectivement, ce n'est pas nécessaire. Merci pour toutes ces réponses. Est-ce que vous souhaitez nous apporter en conclusion un complément d'information ou quelque chose qui serait important pour nos participants? Je reprends un peu la conclusion que j'ai faite tout à l'heure, c'est comme je dis, c'est d'utiliser, d'exploiter cette situation particulière pour grandir dans quelque chose de nouveau pour ceux qui n'avaient pas encore anticipé ce genre de situation-là. Et donc de profiter de ce retour d'expérience pour bâtir quelque chose de cohérent et surtout d'adapter à sa taille d'entreprise. Voilà, je dirais que ce sont des méthodes, des pratiques qui sont bien connues des entreprises d'une certaine taille, hein, avec des équipes qui peuvent gérer ce genre de situation. Mais quelle que soit la taille d'entreprise, on peut aborder des bonnes pratiques et c'est surtout une notion de culture. C'est d'anticiper, de réfléchir aux risques, à ce qui peut se passer dans l'entreprise et donc de bâtir des plans d'action qui permettent de maîtriser au mieux l'ensemble des risques et de se préparer. En fait, c'est plutôt cette notion-là qu'il faut arriver à intégrer dans les entreprises, quelle que soit leur taille. Merci Jean-François. Merci Romain pour nous avoir consacré ces 45 minutes de l'association du paiement. Ça a été très riche d'informations et de culture. On parlait de culture tout à l'heure, donc il y a de la culture effectivement de ce PCA et de la sécurité. Concernant les participants, on se retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle chronique qui traitera des sujets liés au relèvement du plafond des chèques déjeuner et de l'e-commerce durant cette crise et post-crise, puisque les restaurants ont repris le 2 juin. Donc, on aura l'occasion d'avoir un nouvel invité. Je vous propose d'aller sur notre page LinkedIn, l'Association du paiement, pour voir qui sera notre invité à partir de demain. Jean-François, Romain, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie encore de nous avoir consacré ce temps et de tout l'éclairage que vous nous avez apporté dans ce sujet de PCA et de sécurité. Et je vous dis plaisir. À bientôt. Merci à vous, merci Sophia. Merci, au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée à tous, au revoir. Bonsoir.